Souvent, les parents ne racontent pas d'où ils viennent, ce qu'ils ont vécu. Quels sacrifices et efforts ils ont dû faire pour venir et s'intégrer en France. On sait qu'ils viennent du pays, du bled comme disent certains, mais on n'en sait pas plus. Pourtant, ces parcours valorisants, inspirants, parfois traumatisants, peuvent être la clé dans le processus de construction de certains jeunes. On peut les croiser dans la rue, souvent invisibles parce que très discrets, dans des métiers difficiles, avec des difficultés d'expression et de compréhension orale. Afin de savoir ce qu'ils ont vécu, nous avons décidé de mettre en lumière leurs histoires et leur demander ce qu'ils pensent de la génération actuelle. Je m'appelle Madame Doukouré Aïssetou. Je suis venue en France en 1982 au regroupement familial. Donc comment vous êtes arrivé ici? Je suis venue par avion. Par avion? Oui, avec les visas. Ok. Bon, après, j'ai eu mes enfants. Donc, après, quand j'ai eu mes enfants, je voulais travailler. Mon premier travail, je suis tombée sur une société qui travaille dans les champs. Je cherchais quelqu'un pour compter des graines de maïs. On m'a donné rendez-vous pour l'entretien. J'ai eu le directeur. Dès que j'arrive, il me demandait quel diplôme j'ai. J'ai dit non, monsieur, je n'ai pas de diplôme, mais je sais compter. Il m'a dit, bon, on va vous essayer pendant 3 jours. J'ai dit d'accord. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. J'ai commencé 3 jours passés. Après, j'ai fait une dizaine d'années. Chaque année, on m'appelle. C'est un travail saisonnier. Ok. C'était ça mon premier travail. Et vous, madame, quand vous êtes arrivée du Mali aussi? Oui. Donc, c'était comment? C'était difficile? Oui, c'était difficile. J'ai fait 3 ans avant de trouver les papiers. Depuis que j'ai eu les papiers, maintenant, j'ai commencé à travailler. Travailler jusqu'à je suis fatiguée. À cause du travail, je suis devenue handicapée. Depuis mon mari est décédé, c'est moi qui occupe les enfants. Je m'appelle Seydou Gueye. J'habite ici, j'habite pas à Lucé, mais j'habite à Mainvilliers. Donc moi, la question que je me pose, que je vais te poser, ça fait combien de temps que tu es en France? En France, je suis arrivé depuis 2010. Moi, je venais de la Suède. Comment tu es arrivé en Suède alors du coup? En Suède, je suis arrivé là-bas à travers une ONG qui travaille avec moi au Sénégal. Ok. Après mon parcours universitaire, je travaillais avec les enfants de la rue, les talibés qu'on appelle voilà, au Sénégal. Orphelins. Orphelins et la plupart pas orphelins, mais des figures quoi. Ah oui. Ouais, parce que en fait, il y a les enfants de la rue et les enfants dans la rue. Dans la rue. Ok, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Okay. Voilà, il y en a qui fuguent et qui retournent après. Il y en a qui habitent vraiment dans la rue. Dans la rue, parce que voilà, sont délaissés par les parents et tout. Il fallait gérer tout ça et tout. Et à travers ces ONG, j'avais déménagé en Suède. Et là-bas aussi, je travaille avec d'autres ONG pour faire des maraudages. Alors moi, c'est Madame Akpa Lucette. Je suis ivoirienne de nationalité. Ça fait 10 ans que je vis en France. Et du coup, tu es arrivé quand en France? Alors, en Europe. En Europe, moi de la Côte d'Ivoire, je suis descendue directement en Italie. Oui. J'ai fait 17 ans en Italie avant de venir sur la France. Mais quand je suis arrivée sur le terrain, j'ai vu que c'était vraiment difficile. Et c'était pas la même chose. C'était quoi qui était difficile du coup? Bon, là-bas d'abord, pour pouvoir faire les cours, c'était beaucoup cher. Donc j'ai dit, bon, attends, je vais travailler d'abord, économiser avant de faire les cours. Mais après, bon, travailler, j'ai pu faire les cours. Mais la vie là-bas, c'était un peu vraiment difficile. Moi, l'Europe, vraiment, c'était le paradis. Je n'ai pas pensé un instant que l'Europe avait des difficultés, avait ses difficultés. Et comme je dis, quand moi je suis venue en Europe, je suis arrivée en Italie, après 3 mois, je ne comprenais pas la langue. Il fallait d'abord apprendre la langue parce qu'en Italie, on ne parle pas le français. Ah oui. C'est une autre langue qu'on parle. Donc, il fallait apprendre la langue. Mais quand je suis venue en Italie, il y avait ce travail. Après 3 mois, je devais travailler. Et quand je suis arrivée sur le terrain du travail des personnes âgées qu'aujourd'hui tout le monde fait. Oui. J'arrive le matin, on me dit voilà, c'est une mamie qui est là. On dit je dois garder la mamie. Je dis mais dis donc,
Moi, chez moi, en Côte d'Ivoire, c'est pas un inconnu qui garde les mamies. Oui. Et c'est les parents qui gardent les mamies. Dans ma tête, c'était pas comme ça. Moi, je suis venue en Italie comme une fille de boss. Voilà, je devais avoir quelque chose de luxe, quoi. Ouais. C'est pas un truc comme ça. Et le matin, excusez-moi du terme, vous savez, les mamies, il faut les nettoyer, tout ça. J'arrive, la fille me laisse et je suis là. La mamie me dit, ah, madame, venez, je me suis fait dessus. J'ai fait dessus, c'est quoi? J'arrive, oh là 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 là, j'étais perturbée. Du matin, je suis arrivée chez elle à 7 h du matin. Je n'ai pas mangé jusqu'à 22 h. Parce que ça t'a choqué, quoi. Ça m'a choqué. J'ai eu un choc. J'ai été même traumatisée. Je n'ai pas mangé pendant une semaine. Et c'est l'hôpital qui m'a recueillie. Parce que je dis, mais ça, c'est quoi ça? Pourquoi? C'est ça l'Europe. Ça m'a vraiment choquée. Après, j'ai dit, bah, baf. C'est-à-dire que c'est la réalité de l'Europe. Ce n'est pas les rêves que d'autres, ceux qui venaient, nous ont fait croire. Et quand tu viens sur tu viens là et tu ne vois pas vraiment le rêve que tu avais avant de venir. Mais bon, là, je me suis dit, voilà, c'est l'Europe, il faut y aller. Et je me suis intégrée. Et du coup, la barrière de la langue, bah, comme tu disais, parce qu'en Côte d'Ivoire, on parle un peu français. Oui, on parle le français, c'est le français en Côte d'Ivoire. On parlait le français. Et quand tu arrives en Italie, du coup, ça a dû être un choc. Comment tu as fait pour t'exprimer avec eux? Est-ce que la langue a été difficile? Non, la langue n'était pas difficile. Oh, déjà, quand tu ne comprends pas une langue, bien, tu parles une autre langue et tu viens trouver une autre langue, dans le début, tu vas trouver que c'est difficile. Mais la langue italienne n'est pas difficile. C'est une langue vraiment, j'adorais cette langue. Il y a des mots qui ressemblaient un peu le français. Et moi, quand je parlais, je mélangeais le français et je parlais avec les gestes. Ah oui. Je ne suis pas allée à l'école pour apprendre la langue italienne. C'était ça ma force. J'ai appris la langue italienne en travaillant dans la rue. Et c'est comme ça que j'ai appris la langue. C'est-à-dire que je me suis vraiment donné à la langue. Je me suis intéressée à la langue. Je m'appelle Madani. Madani, Ouais. tu as quel âge? 73 ans. 73 ans. Ouais. Donc tu es un ancien. Ah, je suis un ancien. Ouais. Ça fait combien de temps que tu arrives en France? Tu peux compter depuis 70. 1970? Ouais. Ok. Et c'est quoi qui a fait que tu as voulu venir en France? Si tu veux, bon, c'est vrai que j'ai venu, que bon, j'avais pas de travail, j'avais rien, et j'avais des parents qui étaient un peu pauvres, il fallait que, je sais pas, il fallait que je bouge, il fallait que je fasse quelque chose. Ok. Et c'était un projet plutôt réfléchi ou Non, comme ça. Comme ça. J'ai dit, tiens, je vais faire l'aventure et je suis parti avec des amis, nous sommes arrivés avec des amis, là, Et tu avais quel âge à cette époque-là? à peine 23 ans, tu vois. Ah, 23 ans. Non, à peine. Donc, et t'es venu comment? T'as pris l'avion? Non, j'ai pris le bateau. Ah, le bateau? Ouais. Donc, à ce moment-là, tu pouvais venir de l'Algérie à la France? Ah, non, Sans problème. Sans problème. C'était sans problème. J'étais avec une visite médicale, une carte d'identité, et après, le reste se faisait en France. Tout ce qui est carte de résidence, c'est eux qui le faisaient en France. Okay. Donc, du coup, comment t'es venu en France? Je venais en France, j'ai pris le Caire, il m'a amené à Oran parce qu'il y a 90 km. Et là, au port, j'ai pris le bateau. Mais de Oran à Marseille. À Marseille? À Marseille. Ok. Et du coup, tu as pris un car ou à pied? Non, j'ai pris un car. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas de difficulté à se déplacer? Non, j'avais aucune difficulté pour venir en France ou quoi que ce soit. C'était pas un besoin, c'est bon, c'était pas obligé de venir en France. Mais je voulais m'en retirer, je voulais faire ma vie, voir comment. Et à cette époque-là, peut-être l'Algérie, elle était encore française, non? Non. C'était fini déjà? Non, en 70. 70, c'était fini? Ah, c'était en 62, ça. 62. Ça a fini en 62, c'est fini. Ok. Est-ce que vous avez regretté de venir en France? Moi, quand je suis arrivé, c'est vrai que bon, j'étais avec des amis, bon, j'étais seul, j'étais jeune, je ne connaissais pas. Et j'avais du mal à trouver du travail parce que j'étais pas assez fort pour travailler. Bon, j'avais aucun bagage. Okay. Déjà, j'ai pas fait beaucoup d'études. Il n'y avait qu'un bagage. C'est vrai que j'ai regretté. De venir parce que la France, moi, je le voyais autre chose, mais j'ai regretté. J'ai même pleuré pour retourner en Algérie. Ah, oui. Heureusement qu'il y avait des autres personnes, des anciens, que eux ils étaient avant moi
qui m'ont fait patienter. Ils m'ont dit, bon, tu vas voir, ça va passer, ça va se faire tout seul. Parce que moi, j'ai quitté mes parents, j'ai tout quitté. Et l'Algérie, après, je voyais autrement, ça me manquait. Ouais, la famille, l'être loin de la Ouais, famille, la même, culture. la culture, ma famille, tout, ça me manquait. Je voulais retourner, je voulais pas rester en France. Je voulais pas rester en France. Moi, je suis Madame Diatou, Marthe. Comment vous êtes arrivé du pays? Moi, je suis arrivée à 96. Je suis passé par la Suisse Oui. et je suis rentré en France. Ah oui, par la Suisse? Ouais, Et j'ai pris le visa de la Suisse. Ah ok. Oui, je n'ai pas pris directement le visa de la France, mais je suis descendu en Suisse pour rentrer en France après. Comme j'étais descendu à Genève, Oui. j'ai trouvé que c'était magnifique. Et je suis resté une semaine. Ah, une semaine, ok. Donc après, tout de suite, vous êtes venu en France? Je suis venu en France rejoindre mon mari. Il était déjà en France depuis 89. 89, ok. Et quand vous êtes arrivé en France, c'est quoi qui vous a choqué le plus? Quand je suis arrivé en France, ce qui m'a choqué, déjà de me retrouver toute seule. Loin de la famille? Loin de ma famille, loin de mon fils aîné aussi. Ah oui. Parce que j'avais eu un enfant au Congo et lui, il était resté là-bas. C'était très difficile parce qu'en plus, il faisait très chaud ici. C'était vraiment difficile. Je me suis dit, ben, qu'est-ce que je fous ici? Et comment, pendant combien de temps ça vous a fait ce sentiment? Ben, ce sentiment, ça m'a fait, je pense, disons 5 ans. 5 ans, c'était long. Tant que mon fils il était encore au Congo, c'était pas bien. Pour moi, c'était pas une vie en fait. Ok. Et du coup, il a pu vous rejoindre 5 ans après? Il est venu me rejoindre en 2001, oui, après 5 ans. Ok. Et du coup, là, vous avez commencé plus à vous intégrer, un peu plus à vous sentir mieux? Oui, à partir de ça, je me suis senti un peu mieux. Disons, quand il est resté, c'est là où la guerre est rentrée aussi dans la capitale, chez moi, dans mon pays. Ah ouais. Donc il arrive au bon moment alors? J'étais mal. Avant même qu'il arrive. Ah, avant, donc il y avait déjà la guerre. Il a vécu la guerre là-bas. Et comment vous étiez en communication par téléphone? Je ne communiquais pas avec lui. Je ne communiquais pas parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de téléphone portable. Ok. Donc c'était très compliqué. C'était très compliqué, je n'avais pas de nouvelles. Il n'y a que mon mari qui téléphonait dans les cabines téléphoniques de France Télécom. Oui. C'est lui qui me ramenait les nouvelles, quoi. Le pire, c'est que quand je suis tombée enceinte, même mon fils n'avait pas parlé pendant 4 ans. Comme j'étais mal, il a ressenti. Il a ressenti ça. 4 ans et demi, il ne parlait pas. Mon deuxième fils que j'ai eu ici, le premier ici en France. À cause de mon état, je n'étais pas bien et mon fils a subi tout ça en fait. Avez-vous des regrets alors, du coup, quand vous êtes arrivé en France? Vous regrettez, du coup? Je ne peux pas dire que j'ai regretté parce que je suis venu rejoindre mon mari. Oui. J'avais besoin de lui aussi. Oui. Donc voilà. Ouais, j'avais besoin de lui, mais la situation a fait que mon fils aîné, il ne pouvait pas venir avec moi. Alors, mon nom c'est Ousseynou, mon prénom c'est Ousseynou et le nom c'est Dramé. Dramé? Oui. Tu as quel âge? J'ai 48 ans. 48 ans, ouais, donc tu es entre les deux, entre... C'est ça, c'est ce qu'on appelle le juste milieu. Le juste milieu. Tout à fait, oui. Ok. Donc ça fait combien de temps que tu es en France? Alors je suis arrivé en 2008, le 15 avril. Donc voilà, donc je suis... oui, un mois d'avril, je suis arrivé en France avec un parcours un peu, on va dire, semé d'embûches. Donc tu viens de quel pays? Du Sénégal. Du Sénégal. Du Sénégal, oui. Donc voilà, donc tu es arrivé en 2008 du Sénégal. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce parcours-là? Comment tu es arrivé? Dans quelles circonstances? Alors je suis... quand j'étais au Sénégal, j'étais étudiant. Hein, j'ai eu mon bac. Et quand j'ai eu le bac, j'ai eu une année. Bon, je me suis inscrit à l'université. Mais le cursus ne me plaisait pas. En pleine année scolaire, j'ai arrêté mes études. Donc, je suis allé en campagne dans la brousse, dans les profondeurs du Sénégal. Donc, j'appartiens au sud du Sénégal, mais même si je suis né à Dakar, j'ai participé à pas mal de vie associative là-bas, où j'ai travaillé avec
avec pas mal de monde. Ok. Et parce que mon grand frère est un acteur culturel, j'ai voulu travailler avec lui, je l'ai rejoint dans son programme et par ça, on a quand même pu sillonner pas mal d'endroits au Sénégal, Ok. ce qui m'a permis d'avoir une autre vision, une autre approche du monde actuel. Ok. Et c'était dans l'associatif, donc vous travaillez dans quoi? Est-ce que... C'est un acteur culturel. Lui. Culturel, Voilà. ok. Donc il travaille, il a pas mal participé à des événements ici en Europe. Ok. Et dans ce sens, il travaille avec une matière qu'on appelle de la calebasse. Ok. Et ces matières-là, ça demande beaucoup d'expertise. Et j'ai travaillé dans ce sens avec lui. Et je suis parti aussi dans d'autres régions du Sénégal, du Sénégal et même dans la sous-région où je suis parti un peu à Kidira en frontière malienne, Ok. où j'ai été aussi en Guinée-Bissau, en Gambie. J'ai exploré tous ces endroits-là. T'as fait beaucoup de voyages du coup. C'est ça, exactement. Ok. Et du coup, on va revenir un peu. C'est quoi qui a fait que tu as voulu venir en France en fait, Alors, à ce moment-là? c'était pas prévu hein, de Ouais. venir en France. Hein. Ce n'était pas du tout programmé. Avec la vie associative de mon frère, on a fait l'Allemagne ensemble. Ok. C'était la première fois que je prenais l'avion, Ouais. enfin pour venir en Europe. Et ça t'a fait quoi comme la première fois? L'impression que ça m'a fait, oh là là, Ouais, c'est l'avion, le choc déjà. Bon, l'avion, je l'avais pris en interne hein, Oui, au en interne. Sénégal. Mais là, Mais quand j'ai pris vraiment, quand je suis frais, enfin, j'ai débarqué fraîchement en Allemagne, j'étais ébloui. donc lui, Ouais, parce déjà la température déjà. c'est ça, le choc. il faisait tellement froid et puis ce que je pouvais pas comprendre, à 15 heures, il faisait déjà nuit. Oui. Ah, c'était bouleversant hein, pour moi qui venais d'ailleurs où le soleil était là jusqu'à 20 heures du soir parfois. Oui. Et ça, c'était Compliqué. ouais, très compliqué. Et après, je suis retourné au Sénégal. Ok. Bon, quand on a goûté à quelque chose, Oui. on a envie d'aller plus loin. Ouais. Donc ça m'a permis de faire en sorte de pouvoir venir. Et quand j'ai fait mes démarches pour pouvoir venir, c'était compliqué dans le sens où fallait des documents, fallait déjà des fiches de pays, fallait pas mal de choses parce que le Sénégal, les ambassades, c'était un peu plus compliqué que voilà. Maintenant, c'est d'autant plus compliqué, mais c'était quand même compliqué. Bon après, avec l'apport de mon frère, j'ai pu faire la demande pour venir en France. En visa. Je suis venu en avion, hein, contrairement à d'autres cousins à personnes, moi. Sur ce coup-là, je suis quand même un privilégié. Je suis arrivé sur Paris, j'ai été accueilli par ma petite sœur, qui vit ici depuis à peu près 40 ans. Enfin, oui, c'est ma petite sœur, elle suit derrière moi. Donc, elle m'a accueilli dans le 15e, elle habitait à Paris dans le 15e. Elle m'a accueilli et quand je suis arrivé, je suis resté quelques jours avec. Hein. Ensuite, on a une grande sœur. Okay. Il fallait que j'aille vers la grande sœur. Ah oui, qui devait. Voilà, donc ça a créé quand même une espèce d'histoire dans la famille. Ouais. Mais ça, c'est quoi? C'est par rapport à la culture d'aller chez la grande sœur. C'est le respect. Ça, c'est juste pour montrer que même malgré qu'elle soit ma petite sœur de même mère, même père, mais quand on a une grande sœur, c'est la hiérarchie, c'est comme ça. Ah ouais. Donc il faut respecter ça. Et quand je suis venu, je suis parti chez la grande sœur. Mais il fallait l'expliquer à la petite sœur. Ah oui, sans qu'elle prenne mal. Parce que, bon, elles étaient en froid. Et l'objectif pour moi, c'était de les réconcilier. Et quand j'ai fait ça, parce que des années, ils ne se parlaient pas. Ah oui. Mais quand je suis arrivé, mon objectif à moi, c'était d'aller chez la grande sœur pour essayer de désamorcer un peu l'atmosphère qui était un peu tendue entre elles. C'était quoi qui était le plus dur? Est-ce que votre famille a vous manqué de se retrouver tout seul ici? Oui, ici, quand nous on est arrivé en 90, les plus dur pour trouver un logement. On fait dormir de l'hôtel, 6 mois là, 4 mois là. C'est quoi votre plus gros regret depuis que vous avez quitté le Mali et le truc qui vous rend le plus fier aujourd'hui? Le plus que je suis fière d'aujourd'hui, les enfants qui ont étudié, ils ont eu des diplômes, ils ont eu des métiers. Je suis fière d'eux. Parce que nous, les mamans, on n'a pas étudié, on n'a pas de diplôme. Ça, c'est vraiment regrettable pour moi. Mais ici, quand je suis arrivée en France, j'ai fait de l'alphabétisation.
Ah oui, ok. Donc, Oui. vous avez appris un peu le français. Apprendre le français, un peu d'écriture. Mhm. C'est là que j'ai passé mon permis. Mhm. Pour moi, mon fierté, j'ai mon premier diplôme, c'est le permis. J'ai passé l'examen de conduite 8 fois. 8 fois. 8 fois, je n'ai pas abandonné. J'ai dit, il faut que j'aie le permis. Mais elle vient d'où cette détermination que vous avez, les mamans? Parce que vous êtes fortes, très très fortes. On est fort, on veut travailler pour gagner notre argent à nous-mêmes. On ne compte pas sur personne, ni des maris, ni des enfants. On veut notre propre argent. Quand j'ai eu mon permis, c'est bon, j'ai des boulots. J'ai travaillé jusqu'à maintenant. Comme moi aussi, bon, j'ai eu des problèmes, accident de travail. Je ne peux plus travailler, j'ai arrêté. Le problème actuellement, c'est qu'on ne peut pas combattre comme ça ce qui se passe avec, tu vois, avec ce qu'on est en train de faire. Vous, ce que vous êtes en train de faire, c'est très important. C'est-à-dire parce que il y a deux choses qui peuvent amener la violence. Bon, il y en a d'autres, mais deux choses qui sont beaucoup plus importantes. Une mauvaise information peut détruire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle génération, c'est pas comme la nôtre, où l'information était bien, et la source était vérifiée, c'est pas censuré, mais c'était bien vérifié et tout et tout. Comme on dit, chasse à l'information, il peut surfer sur les réseaux sociaux et voir des fake news. Et voilà, si l'information n'est pas bonne, ça amène de la violence. Là, si les gens n'ont pas de quoi manger, la misère aussi, c'est violent parce que ça te ramène à l'instinct primaire. Il faut que tu trouves voilà, par tous les moyens. Et l'information aussi, c'est vital, c'est bon, et c'est dans tous les domaines. Il y a beaucoup, par exemple, de jeunes à l'adolescence, ils n'ont plus de repères, ils se cherchent. Et s'ils viennent, par exemple, des pays, voilà, voilà, ils ne connaissent rien là-bas, ils ont grandi ici, ils ont fait toute leur vie ici, ils ont, voilà, avec les jeunes d'ici. Et là, ils peuvent se poser des questions par rapport à leurs origines et par rapport à tout ce qu'ils vont traverser dans la vie, tu vois. Et si les parents, effectivement, comme vous dites, ne leur donnent pas l'information, le parcours de vie, d'où ils viennent, comment ils sont arrivés là, ça peut poser problème. Dans tout ce qui est violent, surtout dans les rixes que nous on combat, on voit beaucoup les mamans présentes. Mais la place des papas, on sait pas en fait, on voudrait que tu nous parles de ça. Est-ce qu'ils sont absents? Est-ce que c'est un sujet, ils donnent toute la responsabilité pardon, aux mamans? Oui, en fait, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que je pense que, en fait, ce qui se passe avec les parents, c'est culturel et culturel aussi, parce que ça vient de loin. Je voudrais bien savoir ce point-là. Voilà, ça vient de, parce que nous, bon, nos anciens avaient tendance à penser que la famille, c'est la femme qui gère. Du coup, tout ce qui se passait à la maison, ce sont les femmes qui géraient les problèmes familiaux qui pouvaient exister dans la maison. Parce que le papa étant absent, soit aller travailler dans les champs ou ailleurs. Donc, et ça nous a poursuivi tu vois, toutes nos générations et tout et tout. Les temps ont changé, mais même la génération intermédiaire, c'est-à-dire nos pères, n'ont pas pu casser ça, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours les mamans qui essayent de gérer les risques et tout ça. Moi, j'en vois tous les jours. Et effectivement, je ne vois pas les papas. Mon parcours que je regrette, j'étais une femme mariée. Et avec la situation, les hommes, comme on le dit, que je me suis séparée de mon mari, c'était ça mon regret. Mais mon parcours de l'Italie, jusqu'ici, je suis fière. Du coup, comme tu t'es séparée, on ne va pas rentrer dans les détails. Oui. Donc, tu as élevé tes enfants seule. J'ai élevé mes enfants toute seule. Tu travailles seule. Je travaille seule, je vis seule avec mes enfants, je galère avec mes enfants. Mais ça, c'est une force quand même. Oui, parce qu'aujourd'hui, franchement... Tu as les deux rôles, en fait. Voilà, c'est difficile, franchement, c'est difficile d'élever des enfants toute seule, une femme toute seule, de l'élever. C'est-à-dire que, quelque part, tu n'arrives même plus à éduquer ton enfant. Parce que le matin, tu te réveilles très tôt pour partir. Les enfants sont partis à l'école, ils reviennent le soir. Quand toi, tu reviens, tu es fatigué.
On n'a même pas un petit moment de discussion. Mais en fait, c'est pas de ta faute, on va dire, parce que là, tu es obligé d'aller travailler pour subvenir aux besoins de tes enfants. Oui. Et voilà, moi, je les connais un peu et je trouve que tu leur as donné une bonne éducation. Mais est-ce que tu as peur des fois comme tu es toute seule, comme tu dis, tu vas au travail, tu reviens pendant toute la journée, tu sais pas vraiment, tu vois, ce qui se passe? Bon, vous savez, d'abord, quand je suis venue en France, je dis, le regret, mon regret d'être en France ici, c'est ce problème-là. Okay. Parce qu'en Italie, je n'ai pas connu ça. Et moi, quand je venais, on me disait que le quartier vieux peut être dangereux. Quand moi je suis venue, je n'ai pas vu ce danger-là. Franchement, avec les jeunes, je me suis intégrée bien. Ils sont respectueux. Mais c'est ce problème de quartier. Moi, je ne connais pas ça en Italie. J'ai peur parce que j'ai des enfants. Une femme qui n'a pas d'enfants, peut-être se dira qu'elle ne connaît pas ce côté-là. Mais une femme, ça ne l'intéresse pas. Mais une femme qui a des enfants, ou surtout qui a un enfant garçon, c'est un problème. Parce que l'enfant, quand il est petit, tu sais, tu réussis à gérer l'enfant. Mais à partir de 13 ans, 14 ans, c'est difficile de gérer son enfant. Parce qu'il y a l'influence du quartier, il y a l'influence de son entourage. Ce que tu lui dis, quand il sort, paf, il a oublié, puis c'est fini. Parce que donc, ça veut dire que quand il est à la maison, il se comporte d'une façon. L'enfant, quand il est dehors. L'enfant, c'est quelqu'un, moi je dis quelque part, c'est vice versa. Il faut avoir confiance ou ne pas avoir confiance. Parce que des fois, l'enfant à la maison, il te montre autre image de lui. Mais quand tu sors, tu attends des choses de lui. Tu dis, mais c'est pas mon enfant. C'est pas possible. Mon enfant peut pas être comme ça. Mais après, au fur et à mesure, tu vois que ton enfant est comme ça. Mais moi, je dirais peut-être qu'il y a le quartier aussi. Oui. Et il y a l'entourage aussi. C'est quoi qui te rend fier maintenant En France, là? Avec le moment difficile que tu as passé, maintenant tu arrives à un certain âge. Ouais. C'est quoi Ah bah, ce qui me rend fier, déjà j'ai reçu ma vie, tu vois, voilà, je suis marié, j'ai des enfants, alhamdoulilah, j'ai une maison. Je suis fier de le reste de mes années que j'ai passées en France. Je ne le regrette pas. Je dis que je regrette pas. Parce que la France, avant, c'était pas comme ça. C'était comment avant? Avant, c'était comme ça. Lorsque je voyais un étranger, soit un Algérien, soit un Marocain, c'était quelque chose de nouveau pour eux. Vous étiez bien accueillis? On était bien accueillis, c'était nouveau pour eux, c'était nouveau, c'était du travail, tu lâches de là, tu peux aller à côté, tu peux trouver du travail, tu vois. Après, petit à petit, après j'ai reçu ma vie dans ma vie professionnelle. Et t'as fait quoi comme métier du coup? Métier, j'ai commencé déjà par la maçonnerie, après bon, c'était pas ça. C'est pas ça que je voulais, parce que la maçonnerie, je peux le faire chez moi en Algérie ou quoi que ce soit. Après que j'avais de la famille à Chartres, là, si tu veux, j'avais de la famille. Oui. Je suis venu, j'avais de la famille, j'ai un frère et soeur. J'ai rentré dans le commerce, dans la restauration. Mon plus gros regret, c'était que mon fils, il était resté là-bas. Et je me suis retrouvé ici. Ma famille n'était pas sur place non plus. Oui. J'avais un frère, mais qui était loin de moi. Je me suis retrouvée toute seule. Et donc, vous êtes arrivé dans le quartier ici, à l'UC. Oui. Et l'accueil, elle était comment? Avec les autres mamans, Au début, je ne pouvais pas parler d'accueil. J'étais qu'avec mon mari. Ah oui, donc même la barrière de la langue, où tu parlais déjà bien français, est-ce que... Moi, j'ai eu cette chance que j'étais à l'école au Congo. Donc, je n'avais pas de barrière de langue. Ah oui. Mais c'est ma famille qui me manquait en fait. Mon mari travaillait à Paris, il sortait à 5 heures, je me retrouvais toute seule. Et toute seule, avec cette chaleur, j'ai resté dedans. Je ne connaissais pas bien Chartres ou lycée. J'ai resté tout le temps chez moi. Ah oui. Il n'y a que les week-ends que je sortais avec mon mari. Et c'est quoi qui vous rend le plus fier aujourd'hui maintenant, avec tout ce parcours-là? Aujourd'hui, ce qui me rend fier, quand j'ai essayé de m'adapter à cette vie, je me suis intégrée aussi. Et après 5 ans, quand j'ai commencé à travailler, c'est là où j'étais vraiment fière. Ça m'a réveillée vraiment de dire, bon, là je suis là, mon fils est venu me rejoindre. Je commence à travailler. C'est là où j'ai commencé à sentir cette fierté. J'ai dit, bon, là, je me voyais vraiment quelqu'un, quoi.
Le plus dur, c'était déjà d'avoir les papiers, parce que quand on a un visa, il faut attendre que ça expire. Et quand ça expire, on vous dit, les procédures, c'est attendre pour la régularisation. J'ai été voir des associations. Comme je ne pouvais pas écouter tout et n'importe quoi, j'ai voulu faire mon parcours à moi, c'est-à-dire d'aller voir des associations pour essayer de voir comment m'insérer, comment régulariser ma situation, parce que je pouvais pas, j'entendais beaucoup de gens, mais il n'y avait pas de concret dans ce qu'ils me disaient. Donc c'est des on dit, on a dit, il faut faire ça. Et comme quelqu'un l'a dit tantôt, c'est des lois qui changent tout le temps, donc il fallait trouver la manière de se faufiler dans tout ça. Donc j'ai été voir des associations, la CEMAD, et la CEMAD qui m'a un peu dirigé. Et voilà, ils m'ont dit qu'il fallait déclarer, même si on n'avait pas de revenus. Moi, la question que je me pose, quand tu arrives en France, tu as beaucoup travaillé dans différents domaines, bien sûr, mais on peut dire que tu peux être un exemple pour ceux qui viennent, parce qu'en fait, la plupart du temps, quand ils arrivent ici, c'est souvent, ils travaillent dans des usines, voilà. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu peux me dire un peu Alors, ce que je fais aujourd'hui, il faut savoir que j'ai travaillé dans l'événementiel, c'est-à-dire j'ai été agent de sécurité aussi. Quand j'étais à Paris, j'ai travaillé dans l'événementiel avec le Stade de France, j'ai fait pas mal d'événements comme ça, tout en étant un agent de sécurité. Donc, et j'ai même été éducateur au CDE quand je suis arrivé à Chartres, parce que Chartres, je suis arrivé en 2000, où j'ai travaillé avec quelqu'un qui est déjà présent ici, Seydou. On a travaillé ensemble, où je travaillais au CDE à Champfol. L'arrivée en France, franchement, j'avais des a priori, parce que j'entendais souvent, qu'il y a beaucoup de racisme. De l'autre côté de la Manche, on entend tout et n'importe quoi aussi, mais il faut faire la part des choses. Moi, honnêtement, je n'ai pas vécu de racisme, donc faut le dire. Je sais pas, c'est peut-être que j'arrive à passer à côté, parce que c'est avec le recul, parce que j'ai été dans un pays où c'était la guerre, et en Guinée-Bissau, à cette année-là, j'ai vu des gens, enfin, la détresse était là. T'as vécu la guerre? J'ai été dans un pays où c'était la guerre. C'était la guerre. Oui. Donc c'était un contexte compliqué. Oui, très 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 compliqué. Je l'ai très mal vécu cette histoire, parce que j'ai connu 2 ou 3 personnes. C'était un peu plus compliqué ces gens-là, parce qu'il y a eu des décès. On a dû organiser un enterrement, alors qu'il y avait des rafales de balles qui tournaient de partout. Mais bon, c'était des conditions un peu compliquées, mais il fallait le faire. Donc quand je viens ici en France, c'est que c'est un choc culturel, c'est un choc énorme. Parce que partir où c'était tellement chaud et revenir en un pays où l'opportunité peut être là, mais il faut savoir la saisir. Ça ne tape pas dans toutes les portes, mais il faut savoir s'en saisir si on a l'occasion. Est-ce que tu as des regrets? Et ça, c'est la première question. Est-ce qu'il y a quoi qui te rend fier maintenant aujourd'hui, avec tout ton parcours, tout ce que tu as vécu? Des regrets, j'en ai beaucoup. Parce que dans le sens où mon père est décédé, je n'ai pas pu voir sa dépouille. J'étais en France parce que j'étais pas à ce moment-là, j'étais pas régularisé, on va dire. Fallait attendre parce que je pouvais pas partir. J'étais déconnecté de là-bas. Fallait pouvoir partir en fait. Tout le monde veut partir, mais comment partir, c'est le plus important. Et j'étais marié. Ma femme, bon, on n'est plus ensemble. Elle avait avorté. Quand je partais, elle attendait un enfant. Donc, c'est le destin, c'est comme ça. Et ça, c'est des regrets aujourd'hui. Et quand j'en parle, effectivement, voilà, le cœur pince un peu. Mais bon, quand on est passé à côté d'où les gens ont tout perdu, et quand on a vu ça, et que ce sont des gens qui se sont rebattus pour se relever de tout ça, on dit l'espoir est permis. Parce que, en fait, quand on n'est pas régularisé, donc quand il y a des événements comme ça, ça c'est très compliqué. C'est ça, très 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 compliqué. Donc j'avais des ultimatums au niveau de ma femme. Vous savez, l'Afrique, la pression sur les femmes, mais tu peux pas rester éternellement, tu sais pas quand est-ce qu'il va venir, même si la femme est prête à le faire. Mais après, elle a beaucoup de pression aussi, donc il faut qu'elle essaye de se sortir de ça. Donc tu étais marié en fait au Sénégal, donc tu es venu tout seul ici. C'est ça. Et en fait, quand tu étais ici, il y avait la pression de la famille. C'est ça, beaucoup de pression. Limite, il va pas revenir quoi. C'est ça.
Et toi, comment tu l'as vécu ce moment-là? Très mal. Très mal parce que j'arrivais pas à donner, j'ai tellement donné de détails, d'explications, mais au bout d'un moment, quand on se répète, ça a tendance à ne plus fonctionner de la même façon. Hein, et voilà, donc après, ça n'est suivi une séparation qui était tellement compliquée et difficile. Comment se relever de ça? Et le fait aussi derrière de perdre son père. Oui, c'est vrai. Et bon, on s'est débrouillé avec ma petite sœur et avec mes frères qui sont là. On a fait venir notre mère ici pour au moins optimiser tout ça. Et parce que c'est ce qu'il voulait, mon père, avant de partir, de faire en sorte de la soigner, elle. Oui. Bon, ils étaient toutes les deux dans une phase où ils étaient tous malades, mais il fallait prendre une décision. Et c'est lui qui nous a demandé d'aller dans ce sens. Donc du coup, on sait qu'il y a un manque de communication entre les nouvelles générations et leurs parents. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, tes enfants, ils connaissent ton histoire, ton parcours de vie? Moi, je pense qu'il n'y a pas manque de communication parce que cette nouvelle génération a une autre forme de comprendre les choses. C'est-à-dire que c'est une génération égoïste, en fait. C'est une génération égoïste parce qu'un parent qui dit qu'il ne communique pas avec ses enfants, je ne crois pas. Moi, perso, deux fois, pour effrayer aussi mes enfants, je prends mon histoire. Ah oui. Comment j'ai vécu de la Côte d'Ivoire jusqu'en Italie. Je prends mon histoire. Et des fois même, je pleure quand je leur parle. Mais l'enfant, il t'a écouté. Après, pouf, c'est fini. C'est ça que je dis, c'est une génération égoïste. Parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent pas au bien-être des parents. Quand je parle à mes enfants, je leur dis, il y a des gens qui prennent l'avion. Oui. Il y a d'autres qui nagent pour venir. Des fois, maman, tu es venu comment? Je dis, j'ai nagé. Pourtant, je n'ai pas nagé. Hein. Je suis venue bien, tranquillement. Je dis, j'ai nagé. Et je leur fais voir des films de ces trucs, comment les gens viennent sur l'eau, tout ça. Je leur explique. Mais la vie est comme ça, les difficultés. Même comment je fais pour subvenir à leurs besoins. Même c'est mort. C'est pas le problème. Tu penses qu'ils ne comprennent pas? Ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas en capacité de comprendre. Ils ne sont pas en capacité pour l'instant de comprendre. Ils ne sont pas en capacité de comprendre. Parce que vraiment, le parent fait l'effort, hein, mais ils ne sont pas en capacité. Peut-être que c'est dès la naissance, mais dès le début qui a raté. Je ne crois pas, mais ils ne sont pas en capacité de comprendre. Après, l'adolescente, à cet âge-là, c'est là qu'il se pose beaucoup de questions. Donc là, peut-être, ça va peut-être pas bientôt. Mais vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux gâtent tout. Les réseaux sociaux font que l'éducation que vous donnez à votre enfant, les réseaux sociaux gâchent tout. Parce qu'ils voient ça différemment. Ok. Voilà. L'éducation qu'une personne ou une maman africaine, dont son éducation de l'Afrique, qu'elle a reçue à son enfant, eux ne voient pas ça comme ça. Eux, ils se basent beaucoup sur les réseaux sociaux. Ah oui. C'est ça qui est leur éducation aujourd'hui. Donc vraiment, c'est dur. Pour quelqu'un qui dit, tu n'as pas éduqué ton enfant, tu ne sais même pas éduquer ton enfant, c'est assez faux. Si tu ne vis pas cette situation, tu ne peux pas dire ça à quelqu'un. Du coup, tu sais, tu connais bien l'association parce que tu fais partie des membres. Moi, oui, je connais l'association. Nous, on lutte contre les risques des quartiers, interquartiers, des bagarres qu'il y a eu 2 décès. C'est à cause de ça. Qu'est-ce que... C'est à cause de ça que j'ai intégré l'association. Oui, parce que c'est les parents des deux côtés ou ils viennent issus de l'immigration, oui. Tous. Oui. Ils ont peut-être galéré tous de la même façon. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, toi? Pour moi, j'ai l'impression comme si on a perdu vraiment quelque chose, en fait. On a quitté nos pays. On peut dire, si on quitte nos pays normalement à cause de ce qui se passe là-bas. En réalité, moi, je ne peux pas quitter l'Afrique. En réalité. Mais à cause des guerres, à cause de ces troubles-là, que ça nous tombe sur la tête, c'est pour cela qu'on s'est déplacé, on s'est retrouvé ici. Sinon, jamais de la vie, vous aurez quitté le pays? Non, jamais de la vie. J'allais penser même dans ma tête de quitter l'Afrique pour venir en Europe. Mais c'est à cause de toutes ces misères-là, la guerre, la pauvreté. Je me demande même pourquoi l'Afrique est pauvre. On a tout, mais pourquoi on se retrouve que notre continent est pauvre? Franchement, vous ne savez pas la chance que vous avez. Moi, étant que maman, ça me fait mal au cœur quand je vois déjà les jeunes qui arrêtent l'école.
Ça, c'est quelque chose qui me trouble franchement. Je dis, mais et ces jeunes, ils ne savent pas la chance qu'ils ont. Parce que nous, là où moi je viens au Congo, il y a des enfants qui veulent faire des études et des études, mais ils n'arrivent pas. Ils sont coincés à cause des difficultés, pas d'argent, parce que là-bas, il faut payer les Minerval. Mais cette époque-là, nous vivons, les Minerval, ça coûte cher. La question que je me pose, est-ce qu'il n'y a pas eu un manque de communication des parents vis-à-vis des enfants pour connaître votre histoire? Je ne crois pas que le problème vient que des parents. Oui. Le problème ne vient pas que des parents. Le problème vient peut-être, je peux dire aussi, du système. Ok. De là où on habite. Parce que moi, étant que maman, je peux donner le conseil à mes enfants. Quand il va partir à l'école, là-bas, le conseil qu'il aura, ça ne correspond pas avec ce qu'elles peuvent avoir à la maison. Donc il peut, même à la maison, il peut se comporter d'une façon et dehors d'une autre façon. Mais nos enfants sont des vrais hypocrites à la maison. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes enfants en fait. Moi, je vous dis la vérité, j'étais choquée le jour où il y a eu les décès de Bakary. Si je suis rentrée dans l'association, parce que mes enfants étaient sur place. Mais j'ai vécu des moments très compliqués ces jours-là. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Quand on m'a dit, il y avait un de mes enfants, il y avait le deuxième, j'ai dit, mon Dieu, je vais me retrouver avec 2 enfants en prison. Tu connais un peu l'association, Oui. notre association, Oui. tu as assisté à plusieurs repas, Mm. donc tu es avec nous dans le combat contre les RICS. Donc tu vois qu'il y a des jeunes Oui. dans le coin, donc on a eu 2 décès. Oui. Donc voilà, nous, la question qu'on se posait en fait, c'est qu'il y a un manque de communication, en tout cas, entre la nouvelle génération et les anciennes générations. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je dirais que le problème, il y a énormément de problèmes aussi. Effectivement, il y a des problèmes de communication. Et c'est pas que communication, c'est que la communication est la base de tout ça. Parce que quand elle est mal perçue, généralement, c'est compliqué à gérer. Quand on gère des gens, c'est difficile. Il faut être avec la personne pour pouvoir contrôler. Enfin, même si on est avec cette personne-là, on n'arrivera jamais à contrôler les gens. Mais sauf qu'il faut tout le temps parler. Il faut tout le temps communiquer, c'est important. Le jour où cette communication passe, on aura réussi quelque chose. La communication, il faut vraiment faire comme du contenu, comme le fait les chaînes ici. C'est des informations continues. Au bout d'un moment, quand on entend tout le temps la même chose, au bout d'un moment, ça va rentrer. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites par l'association, que j'applaudis. Hein. Heureusement qu'on a eu vous avez eu cette idée brillante de pouvoir installer ce type de communication dans le quartier. Ça nous a permis d'avoir des résultats aujourd'hui. Comment on a fait pour étouffer une affaire qui aurait dû être mais beaucoup plus dramatique. Ouais, plus dramatique, oui. Oui, on a peut-être pris trop tardivement les choses parce que malheureusement on a eu des décès. C'est des choses qui arrivent. Mais heureusement derrière, il y a eu cette association, donc je vois le combat que tu mènes dedans, et honnêtement, moi c'est avec fierté que j'en parle, parce qu'au moins quelqu'un a pu prendre le taureau par les cornes, hein, à affronter cette situation compliquée, mais quelqu'un est resté hein, avec tête reposée pour essayer de réconcilier déjà des familles, déjà des gars de quartier. C'est compliqué, hein. Mais c'est un bon travail. Oui, après, je te remercie. Après, bon, toi, tu travailles dans le quartier, du coup, on est souvent en lien. Et après, les mamans, elles nous aident beaucoup. Donc, et après, la question que je me pose, hein, tu vois, ces jeunes-là, ils viennent issus de l'immigration, les parents, ils ont le même parcours. Donc, qu'est-ce que ça te fait, toi, d'entendre, en fait, surtout que ça se trouve, si les parents, ils se connaissent, ça se trouve, ils ont eu le même parcours. Ils ont galéré de la même façon. C'est ça qui est dur à comprendre. Oui, le problème, c'est que c'est culturel. Hein. La seule différence qu'on a, c'est qu'on a une différence culturelle. Parce que chacun de nous, même si
toi tu viens du Mali, moi je viens du Sénégal, c'est pareil. On a pratiquement les mêmes façons de voir les choses. Oui. Mais parfois, les parents ils communiquent à leur manière. Mais la seule chose qui doit aller dans le sens, c'est que les enfants eux-mêmes doivent comprendre leurs parents, doivent essayer de décortiquer un peu ce qu'ils ne comprennent pas chez leurs parents. Il faut qu'ils communiquent, qu'ils arrivent à communiquer avec eux, parce que comprendre leur parcours, le parcours des parents. Je sais qu'il y a des villages où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, mais les gens arrivent à se débrouiller et à créer une espèce d'autonomie entre eux. C'est une solidarité vivante dans ces villages-là. Et c'est ce qu'ils veulent apporter. Mais malheureusement, l'approche est très compliquée. Elle est très mal perçue par les enfants qui naissent ici. L'école a pris beaucoup de place dans leur esprit. La société a pris beaucoup de place. Mais les parents ont pris peu de place dans leur vie. C'est pourquoi parfois ils sont en déphasage avec les parents. Parce que les parents n'arrivent pas à se mettre entre tout ça, l'école, entre la société. Les parents ne trouvent pas leur opportunité pour discuter avec l'enfant. Et ce qui se passe aujourd'hui avec les smartphones, c'est très compliqué. Ouais, compliqué. Mais ça a complètement détruit, ça n'aide pas. Et il y a des associations qui sont gérées avec des gens comme toi, comme moi. Je parle avec les jeunes, je suis gérant d'immeubles du quartier, je travaille pour une entreprise, les HLM. Souvent, j'ai des occasions de parler avec certains. C'est très compliqué, mais bon... ils ne comprennent pas, en fait... c'est très difficile. Ils ne nous rendent pas la tâche facile. Parce que ce qu'ils n'aiment pas, c'est l'autorité. Mais quand on ne secoue pas un arbre, on n'a pas les fruits. On ne peut pas obtenir de fruits quand on ne secoue pas l'arbre. Mais généralement, c'est très difficile de leur parler. Il faut choisir l'approche. Il faut savoir communiquer avec eux. Parfois, ça passe. Il faut créer ce lien là. C'est ça. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Il n'y a pas de rapport de force, mais il faut essayer de créer un lien pour tenter une approche différente. La question qui me vient à l'esprit, c'est comment les jeunes peuvent s'entretuer quand on apprend que les parents ont galéré pour venir en France, pour avoir une vie meilleure pour eux et leurs enfants. Donc vous savez que nous, notre association, on lutte contre les rixes interquartiers. Donc il y a des jeunes qui se battent dans les deux quartiers. Et le but, c'est de calmer les tensions. Et je voulais savoir, qu'est-ce que ça vous fait, vous, d'entendre des jeunes qui se battent? Pourtant, les parents, ils viennent aussi issus de l'immigration, ils ont un peu galéré. Et à la fin, les enfants, ils se battent quand même. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, d'entendre ça? Les histoires là, vraiment, ça nous fait mal au cœur. C'est les enfants là, ils sont des familles. Si ce n'est pas des cousins, c'est des cousines, c'est des frères. Quand on voit ils se battre, vraiment, ça nous fait mal au cœur. On veut vraiment que ça s'arrête. Parce qu'en ce moment-là, on ne dort pas. Dès qu'on entend des bruits, ça y est. On a peur. J'ai tous les mamans qui sont dans les quartiers, que ce soit Mévilliers, lycée, tout le monde a peur. On veut vraiment que ça s'arrête. C'est ça qu'on demande à bon Dieu. Moi aussi, je veux que les enfants arrêtent. Tous les enfants, c'est pareil. Donc, s'ils ont arrêté, ça me ferait plaisir. Oui, parce qu'en fait, comme vous dites tout à l'heure, vous dormez, vous avez du mal à dormir. Donc, quand il y a un bruit, vous pensez que ça peut être un de vos enfants. Et on sait pas, on pense que les jeunes ne sont pas conscients de ça. Et en fait, il y a aussi, est-ce que, c'est la question que je veux vous poser, que vous, vos enfants, ils connaissent votre histoire? Comment vous êtes arrivé? Est-ce que vous communiquez beaucoup? On sait que, par exemple, les garçons, ils parlent beaucoup avec les mamans. Donc, je ne sais pas, c'est une question, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Moi, mes enfants, ils connaissent mes histoires. Je raconte tout le temps. Tous les jours. Depuis qu'ils ont grandi, je vous dis, il ne faut pas, malgré qu'ils ont été à l'école, je veux dire, nous, on est là, on n'a pas de diplôme, on a travaillé pour gagner notre propre vie, l'argent. On n'a pas volé, on n'a pas trafiqué, on a fait du travail pour gagner l'argent. C'est ça qu'on veut que les enfants ils fassent.
Aujourd'hui, les enfants, aujourd'hui, on voit, ils choisissent des métiers. Ceux qui voulaient faire ça, ceux qui ne voulaient pas faire ça. Moi, en tout cas, j'ai dit à mes enfants, il ne faut pas choisir. Tu choisis un travail que tu gagnes ton propre argent d'abord. Le comportement que ton enfant il a à la maison, c'est pas la même chose que dehors. Parce qu'à la maison, ils sont comment à la maison? Ben à la maison, ils écoutent tout ce qu'on dit, ils sont sérieux, respectueux, mais quand ils y vont dehors, c'est d'autres personnes. Parce que nous, nos parents, ils nous ont éduqués. Nous aussi, on veut mettre les mêmes éducations à nos enfants. Et aussi, plus tard, qu'ils transmettent à leurs enfants. On fait tout le possible pour qu'ils soient dans les droits chemins. Que toutes les histoires là que les enfants ils font, que ça finit, quoi. Ouais, moi aussi, je veux que les enfants ils rentrent dans les mêmes portes et sortent dans les mêmes portes. Ils sont tous pareils. Bagarrer, c'est pas bien. Je voulais savoir, toi, qu'est-ce que ça te fait quand tu entends en fait, c'est des jeunes qui se battent? C'est souvent les parents qui viennent issus de l'immigration et que les parents ils ont garé de la même façon et voilà, ils se battent. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Aujourd'hui, je dis, mais pourquoi est-ce que c'est nous les immigrés qui sommes impliqués dans ce problème-là? Pourquoi? Parce que quand tu regardes Arabes, Africains, c'est pareil, mais c'est plus nous les immigrés. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne marche pas? Moi, aujourd'hui, quand j'ai appris la mort de l'autre, j'ai dit, mais dis donc, jusqu'à ce point, j'ai peur. J'ai tellement peur que je dis, l'immigration n'est pas bien ici. Parce que la France, aujourd'hui, je dis, la France a permis trop de liberté. Tu penses qu'il devrait être plus sévère? Aujourd'hui, les gens disent que tel pays est raciste. C'est parce que la France a ouvert beaucoup de portes à l'immigration, qu'on se comporte. C'est-à-dire qu'on n'a pas su tirer le bien-être de la France. Tu vois, nous, l'association, tu la connais un peu, on lutte contre les risques interquartiers. Ouais. Donc, en fait, je ne sais pas si tu le sais, je pense que tu dois le savoir. Il y a des jeunes, en fait, qui se battent entre eux. Ouais. Donc, il y a eu malheureusement deux morts. Ouais, je sais, j'ai entendu parler. Et nous, ce qu'on a vu, en fait, qu'est-ce que ça vous fait, vous, d'entendre ça? Ah bah, nous, ça nous fait mal. C'est vrai que moi, je trouve que c'est injuste. C'est pas bien. Ok. C'est pas bien qu'ils se battent parce qu'ils vont se battre. Pourquoi? Je sais pas pourquoi ils se battent entre eux. Moi, je dis que ça me fait mal que je vois que les gens se battent entre eux. Je sais pas pourquoi ils se battent entre eux. Pourquoi il y a quelqu'un qui veut s'encarter, l'autre il va pas m'encarter, on va m'encarter, ça je trouve. Il y a tellement de malheur. C'est malheureux de voir ça. C'est malheureux de voir ça. Et j'espère que ça va s'arranger entre les jeunes. Parce que c'est vrai qu'on a un beau quartier là. On s'entend tous. Alhamdoulilah, on n'est pas comme des autres villes que c'est compliqué, c'est un peu compliqué que notre. Je note pas les villes ce qui se complique contre notre. Si t'es pas mon voisin, je te connais pas. Non, mais là, alhamdoulilah, on se connaît tous. On a une mosquée à côté. On a un petit quartier, les commerces, c'est tous des étrangers. Moi, je trouve que le lycée, c'est vrai qu'on est bien à lycée. C'est à vous, les jeunes, maintenant, c'est à vous que vous prenez les choses en main. Parce que nous, on peut dire ce qu'on veut, peut-être. On va avoir du respect pour quelques-uns qui vont nous respecter, mais il y en a qui ne respectent pas. Ils vont dire, écoute-toi, hein, tu mets à côté, s'il te plaît, Mais normalement, c'est à vous, les jeunes. C'est vous que vous devez reprendre le relais, le quartier, défendre votre quartier. Mais pas quand je dis défendre votre quartier, c'est pas défendre se battre. C'est défendre votre quartier. Si vous voyez un jeune qui fait quelque chose qui n'est pas bon, vous allez le voir, vous dites écoute ça, c'est pas bon. C'est pas une image qu'on donne de notre quartier. On s'en connaît tout, soit on est de quel bled, ça c'est pas important. Parce que Allah Ta'ala, il a créé blanc et noir, rouge, c'est à vous de prendre le relais, c'est à vous de nous montrer les jeunes, bon, vous êtes là, vous êtes nés là, alhamdoulilah, vous avez tout ce qu'il faut, maintenant c'est à vous de prendre le relais, à vous de montrez-nous comme quoi que vous êtes là. Ces jeunes-là, ils comprennent pas comment les mamans ils souffrent. Si les jeunes comprenaient vraiment comment les mamans souffraient à cause de ça, je pense qu'ils arrêteraient vraiment de faire
ces choses. Ils arrêteraient les rixes, ils vont arrêter les bagarres, ils vont tout arrêter. S'ils savaient comment les mamans souffrent. On parle beaucoup de mamans parce que les papas, je ne sais pas. Notre sensibilité à nous, de voir ton enfant partir en prison ou ton enfant qui est mort, qui est blessé, la sensibilité d'une mère, ce n'est pas pareil au papa en fait. Les papas ne sont pas beaucoup plus sensibles que nous. Mais peut-être les papas, ils souffrent en silence, peut-être. Ou la fierté. Oui, je pense, j'espère déjà. Je pense aussi. Je pense que les papas souffrent en silence. Mais nous, je vous dis la vérité, Jafar, ce qui s'est passé le 21 janvier, moi, je n'ai pas fermé l'œil toute la nuit. Je n'ai pas réussi à fermer l'œil. Aussi longtemps, il fallait que j'aille travailler le matin. En plus, après, il y a eu l'autre décès de Mourad. Ça, c'était encore compliqué. C'était compliqué. C'était très compliqué pour moi. C'était beaucoup plus compliqué pour moi. Donc c'est pour ça que nous, on a voulu aussi créer cette association-là, tu sais, pour qu'on vous appreniez à vous connaître avec les mamans. Oui. Là, le thème, c'était vraiment de connaître votre histoire. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, en fait, ils voudraient connaître l'histoire de leurs parents. Et je pense que s'il y aurait plus de communication, il y a beaucoup d'enfants, ah si mes parents, ils ont galéré comme ça, bon, peut-être que je ferais ça autrement. En tout cas. Ben moi, j'ai cette habitude-là de parler beaucoup avec mes enfants. Je leur explique quand même ce que moi j'ai vécu déjà en Afrique. Je leur fais montrer comment vous avez de la chance quand même. Ici, vous pouvez partir à l'école, vous pouvez poursuivre vos écoles tranquilles, vos études tranquillement. Il faut qu'il y ait des associations. Si on en a 30 dans le quartier, c'est important. Hein? Le nombre, c'est important. Et je pense qu'il faut continuer à sensibiliser, parce que la sensibilisation, c'est important. C'est très important. On parvient à toucher la sensibilité de pas mal de personnes. Si une personne déjà est emballée par ce projet, d'autres viendront. Mais d'autres viendront, c'est que dans la communication. Et ce que je demande, c'est que les grands frères, il faut qu'ils essayent d'instaurer, quand je parle de grands frères, c'est toi, c'est quelqu'un d'autre du quartier. Sincèrement, pour m'être interrogé à plusieurs reprises, pour avoir analysé différentes situations et vérifié par moi-même un grand nombre d'éléments, par exemple, en découvrant notamment mon pays d'origine et tout ce que cela induit, je reste convaincu que les expériences de notre lignée familiale influent notre parcours et que cela reste une pièce essentielle, voire incontournable de notre construction et évolution personnelle. Pour savoir où aller, tu dois savoir d'où tu viens.